La disparition de 7 scouts durant l'été 1995 a longtemps été l'un de ces événements que la France a préféré reléguer dans une zone grise de la mémoire collective. Pas de corps, pas de coupables clairement identifiés, pas de récit définitif. Seulement le silence, des dossiers incomplets et des familles prisonnières d'une attente qui ne s'est jamais apaisée. Le camp avait reçu l'autorisation officielle. Un petit groupe, encadré par 2 moniteurs expérimentés, partit pour une zone montagneuse et boisée d'Auvergne-Rhône-Alpes, près d'un massif peu exploré, réputé pour ses sentiers ancestraux, ses falaises escarpées et une forêt dense qui absorbait les sons avec une facilité déconcertante. C'était une région fréquentée par les bergers, les chasseurs et, occasionnellement, par les militaires lors d'exercices de survie au cours des décennies précédentes. Sur le papier, rien ne laissait présager un danger réel. Le matin du 10e jour, le contact a été perdu. Les radios restèrent muettes. Le point de rendez-vous convenu ne fut jamais atteint. Des hélicoptères de la gendarmerie survolèrent la zone pendant des jours, puis des semaines. Les équipes de recherche ratissèrent les bois, marquant les arbres, fouillant les ravins, suivant des traces qui disparaissaient brusquement. Elles trouvèrent des sacs à dos vides, une tente à moitié brûlée, des empreintes qui ne menaient nulle part. Aucune trace de lutte, aucun corps, aucune explication satisfaisante. L'affaire a été officiellement classée 3 ans plus tard, qualifiée de disparition en milieu hostile avec de multiples hypothèses non confirmées. En pratique, cela signifiait que l'État n'avait aucune réponse et n'entendait pas poursuivre les recherches. 12 ans se sont écoulés. La forêt poursuivit son cours indifférent. Elle recouvrait les sentiers, engloutissait les clairières, effaçait toute trace. Les familles apprirent à vivre avec une absence diffuse. Certaines déménagèrent dans d'autres villes, d'autres conservèrent leurs chambres intactes comme si le temps pouvait être suspendu. L'affaire des scouts devint une simple note de bas de page dans quelques articles de presse, citée dans des listes d'énigmes françaises non résolues, toujours sur le même ton vague et respectueux, jusqu'au jour où Julien Morel pénétra dans cette forêt. Julien n'était ni chercheur, ni journaliste, ni aventurier professionnel. Alpiniste solitaire, technicien de maintenance de lignes à haute tension, il était habitué aux hauteurs, à l'isolement et au long silence. À 39 ans, son corps portait les stigmates d'anciennes chutes et le poids d'une routine exigeant précision et discipline. Il grimpait le week-end pour se vider la tête, non pour y dénicher des histoires. Cet automne-là, il décida d'explorer un itinéraire peu fréquenté, indiqué sur un vieux forum d'alpinisme. L'accès était difficile, le sentier mal balisé, et la plupart des commentaires déconseillaient de s'y aventurer en raison de l'instabilité du terrain. Paradoxalement, c'est précisément ce qui l'attirait. Le temps était sec depuis des jours, les feuilles mortes craquaient sous ses bottes, et l'air froid lui offrait une visibilité parfaite. Julien avançait prudemment, repérant mentalement les points de repère naturels pour son retour. La forêt semblait plus dense qu'il ne l'avait imaginé, comme si elle avait été délibérément laissée à l'abandon lors des derniers aménagements. Des arbres centenaires, des racines apparentes, une épaisse mousse recouvrant des rochers qui ne figuraient pas sur les cartes modernes. C'est en contournant une petite colline qu'il remarqua quelque chose d'inhabituel. Le sol était creux d'une manière trop régulière. Ce n'était ni un trou naturel, ni une simple érosion. Les feuilles et les branches accumulées semblaient avoir été disposées là pour masquer une dépression artificielle. Julien s'agenouilla, repoussa la couche supérieure de terre avec sa main gantée et sentit quelque chose de rigide sous la terre humide. Métal. Il creusa plus prudemment, à l'aide d'une petite pelle qu'il emportait en cas d'urgence. À mesure que les contours se dessinaient, la forme devint claire, un grand conteneur métallique, semblable à ceux utilisés pour le transport industriel, délibérément enterré. Il n'était pas assez vieux pour être corrodé, mais il ne paraissait pas récent non plus. On pouvait observer des traces de soudure, renforcées sur les côtés, et une épaisseur inhabituelle. Julien ressentit un malaise immédiat, une réaction instinctive qui ne provenait pas de la peur,
mais de la prise de conscience qu'il se trouvait face à quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Il n'y avait aucun panneau, aucun sentier à proximité, ni aucune trace de travaux dans les environs. Ce n'était ni des déchets abandonnés, ni du matériel oublié. Il recula de quelques pas, observant les alentours. Aucun bruit, hormis le bruissement du vent dans les branches. Aucune construction visible, juste la forêt. Les noms des scouts disparus lui traversèrent l'esprit, presque malgré lui. Julien se souvenait vaguement de l'affaire, grâce aux images qu'il avait vues à la télévision dans sa jeunesse. Des photos granuleuses, des visages souriants, des sacs à dos colorés alignés pour une photo qui n'aurait jamais de suite. Il chassa cette pensée, s'efforçant de rester rationnel. La France regorgeait d'installations désuètes, de vestiges d'exercices militaires, de projets abandonnés. Pourtant, quelque chose clochait. Il a relevé les coordonnées GPS, pris quelques photos à la volée, puis décidé de ne pas ouvrir le conteneur. Non par prudence légale, mais avec la nette impression qu'une limite avait été franchie. Certaines choses, une fois ouvertes, ne peuvent plus être refermées. En descendant la montagne, Julien ne parla à personne. Il passa la nuit à examiner les images sur son ordinateur, agrandissant les détails. Des numéros partiellement effacés, un symbole peint qu'il ne reconnaissait pas, l'absence de toute plaque d'identification officielle. À l'arrière-plan d'une des photos, presque invisible, on distinguait ce qui semblait être un morceau de tissu bleu coincé sous le bord métallique. Le lendemain, il passa un coup de fil qui allait tout changer. Non pas pour la police locale, mais pour un journaliste d'investigation lyonnais connu pour rouvrir des affaires oubliées. Julien ne cherchait pas la notoriété. Il voulait des réponses. Et, sans s'en rendre compte, il était sur le point de rouvrir une plaie jamais cicatrisée. La forêt, silencieuse depuis 12 ans, avait finalement été perturbée. La région où Julien avait fait sa découverte n'avait jamais été totalement apprivoisée. Bien que figurant sur des cartes touristiques simplifiées, cette partie du massif restait à l'écart des sentiers battus. Les villages les plus proches vivaient de l'agriculture familiale, de la sylviculture et d'un tourisme discret, presque invisible hors saison. Les habitants entretenaient une relation pragmatique avec la forêt. Elle leur fournissait du travail, mais exigeait aussi du respect. Certains endroits étaient tout simplement évités, sans explication détaillée, comme si le silence faisait partie du pacte collectif. Julien retourna sur les lieux 3 jours plus tard, animé cette fois d'une prudence accrue. Il ne creusa pas plus profondément. Il se contenta d'observer les environs avec une attention technique. Des marques au sol, témoignant du passage d'engins lourds, de jeunes arbres poussant de façon irrégulière, comme si le terrain avait été remanié des années auparavant. Tout indiquait une intervention humaine organisée et non improvisée. Le journaliste qui l'avait appelé s'appelait Marc Delondan, la cinquantaine. Marc s'était forgé une réputation grâce à des reportages incisifs, toujours trop proches des archives que l'État préférait oublier. Loin d'être un idéaliste, il était méthodique. Avant de répondre à Julien, il passa 1 semaine à consulter d'anciens documents, à recouper les informations avec des cartes forestières, des rapports militaires déclassifiés et des archives du ministère de l'Intérieur. Lorsqu'il a finalement rappelé, il n'a posé aucune question superflue. Il a simplement confirmé son intérêt et proposé une rencontre discrète à Lyon. Marc fut le premier à formuler une idée que Julien refusait encore d'envisager concrètement. La coïncidence géographique entre le conteneur et la dernière zone officiellement fouillée lors des perquisitions de 1995. Il ne s'agissait pas du centre des opérations, mais d'une zone considérée comme à faible probabilité, examinée superficiellement. À l'époque, les ressources s'épuisaient et la pression politique pour classer l'affaire était manifeste. Les recherches de Marc ont permis de faire ressurgir des personnages oubliés. L'un d'eux était Étienne Rousselet-Étienne, l'un des accompagnateurs du groupe scout, était un scout expérimenté, sans antécédents irréprochables et bénéficiant d'excellentes recommandations. Quelques jours avant le départ, il avait insisté pour modifier l'itinéraire initial du camp. Ce changement avait été approuvé sans grande difficulté.
justifiée par les conditions météorologiques et la forte affluence dans les zones les plus fréquentées. Après sa disparition, il est devenu une figure ambiguë, ni victime clairement identifiée, ni suspect formellement désigné. Son corps n'a jamais été retrouvé. Un autre nom réapparut avec plus d'importance que dans les documents officiels. Claire Beaumont-Claire, employée du service forestier régional à l'époque, était responsable des permis d'accès et de l'entretien des sentiers. Elle avait demandé un congé d'urgence peu après le début des recherches, ce qui avait suscité des soupçons en interne, mais n'avait jamais fait l'objet d'une enquête approfondie. Aujourd'hui, elle vivait dans une petite ville côtière, ayant pris une retraite anticipée. Marc n'a pas formulé d'accusation directe, il a reconstitué des schémas. Entre-temps, Julien commençait à ressentir le poids psychologique de sa découverte. Ses habitudes s'étaient modifiées. Il évitait d'en parler au travail, devenait plus attentif aux voitures garées trop près de son immeuble, au visage qui semblait l'observer trop longtemps. Rien de concret, mais suffisant pour le mettre mal à l'aise. Il ne se considérait pas comme le protagoniste de quoi que ce soit. Il était simplement quelqu'un qui avait mis le doigt sur quelque chose de bien trop important. La France dépeinte n'était pas celle des grandes villes, ni celle des discours officiels. C'était une France à plusieurs niveaux. Des institutions fonctionnant tant bien que mal, des archives incomplètes, des décisions prises au nom de la gestion de crise, puis oubliées. La disparition des scouts s'était produite à un moment précis, les années 1990, période de réorganisation des forces de sécurité, d'exercices conjoints mal documentés et d'une confiance quasi aveugle dans la possibilité que certaines vérités soient étouffées par le temps. Marc a eu accès à un ancien rapport interne de gendarmerie. Il n'était pas question de conteneurs, mais il était fait mention de structures non identifiées détectées par des capteurs thermiques lors d'un survol nocturne, ignorées faute de confirmation visuelle. Le document avait été classé avec la mention suivante « Probabilité d'interférence environnementale ». Julien finit par comprendre que le récipient n'était pas un simple objet étrange, c'était une erreur. Quelque chose qui avait échappé à tout contrôle initial et qui était resté caché non par souci de perfection, mais par négligence accumulée. Des personnages secondaires ont commencé à se dessiner autour de l'enquête. Un ancien chasseur local qui se souvenait avoir entendu des bruits métalliques dans la forêt à cette époque. Une infirmière qui s'était occupée d'un homme désorienté quelques jours après la disparition, sans que cela soit consigné officiellement. Un technicien forestier qui a été muté sans explication claire des mois plus tard. Aucun d'eux n'avait de réponse complète. Mais ensemble, ils formaient une mosaïque inquiétante. La forêt, décrite dans les rapports comme un terrain neutre, se révélait désormais être un agent actif. Sa densité avait protégé les secrets. Son isolement avait permis des opérations discrètes. Ses traces, effacées par le temps, avaient accompli la tâche que personne officiellement ne souhaitait faire. La dissimulation. Julien comprit qu'il ne pourrait plus jamais retrouver son anonymat d'antan. Même sans le vouloir, il était devenu le lien entre un passé trouble et un présent sur le point d'être bouleversé. Le réceptacle restait fermé, mais le simple fait d'en avoir connaissance influençait déjà ses décisions, réveillait des souvenirs et réactivait des intérêts enfouis. Rien n'était encore explicite, aucune vérité n'avait été dite à voix haute, mais le monde autour d'eux commençait à se réorganiser autour de ce qui était resté enfoui pendant 12 ans. Et cette réorganisation ne s'est pas faite sans résistance. La décision de ne pas ouvrir le conteneur devenait intenable. Julien avait l'impression que chaque jour d'attente alourdissait l'objet, non pas physiquement, mais symboliquement. Le simple fait qu'il reste enterré maintenait tout en suspens. L'enquête informelle de Marc, les souvenirs fragmentaires des témoins, les soupçons qui tournaient désormais autour de noms et d'institutions. Rien ne pouvait avancer tant que le contenu resterait caché. Marc, cependant,
insistait sur la prudence. Il savait comment de telles affaires se transformaient lorsqu'elles franchissaient une limite invisible. Elles cessaient d'être des mystères journalistiques pour devenir des questions de sécurité. Le journaliste avait reçu un avertissement indirect. Un ancien contact au ministère de l'Intérieur avait mentionné, d'un ton trop désinvolte, que d'anciens dossiers étaient en cours de réorganisation et qu'il serait peut-être plus prudent de laisser certains épisodes en suspens. La forêt, à son tour, semblait de moins en moins neutre à chaque visite de Julien. Lors d'une visite, il découvrit des traces de pneus récentes sur un sentier qui ne pouvait supporter un passage régulier. Lors d'une autre, il remarqua des branches délibérément cassées, comme des panneaux de fortune qu'il ne reconnaissait pas. Quelqu'un d'autre savait. Quelqu'un allait là. Le conflit a cessé d'être une simple affaire d'enquête et est devenu personnel. Julien commença à remarquer des changements concrets dans ses habitudes. Un jour, en rentrant chez lui, il trouva la porte de l'appartement déverrouillée. Rien n'avait été volé. Les objets étaient à leur place, à une exception près. La carte mémoire de l'appareil photo, ayant servi à photographier le conteneur, avait disparu. Aucun signe d'effraction, juste le message clair que l'accès était facile. Il n'a pas porté plainte. Il savait que tout contact officiel pourrait accélérer des réactions qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Informé de l'incident, Marc a temporairement suspendu les entretiens. Il a alors entrepris de recouper les informations avec plus de rigueur, évitant les documents numériques superflus. Un nouvel obstacle est apparu lorsqu'une de ses sources, l'ancien technicien forestier, a refusé de poursuivre l'entretien après avoir reçu la visite de courtoisie de deux hommes se présentant comme des employés administratifs chargés de vérifier d'anciens dossiers de retraite. Rien d'illégal, rien d'explicite, mais efficace. Le conflit prit une nouvelle tournure lorsque Marc obtint des documents de transport datant de 1994 et 1995, liés à une société tierce fournissant des services à l'armée et à des agences civiles. Parmi les cargaisons décrites figuraient des mentions vagues de modules métalliques renforcés, livrés dans des zones boisées pour un stockage temporaire. L'emplacement correspondait à une marge d'erreur infime à la zone où Julien avait trouvé le conteneur. L'hypothèse la plus simple commençait à se dessiner, et c'est précisément pour cette raison qu'elle était la plus troublante. Les scouts ne s'étaient pas simplement perdus. Ils avaient pénétré par inadvertance dans une zone d'activité non déclarée. La suite des événements demeura obscure, mais le silence qui suivit laissait présager que quelqu'un avait opté pour le confinement plutôt que pour le sauvetage. Julien s'opposait à cette conclusion. Non par naïveté, mais parce qu'il en comprenait toute la portée. Si elle était juste, elle impliquait non pas une erreur isolée, mais une série de décisions conscientes. Des gens qui avaient choisi de ne pas chercher, de ne pas ouvrir, d'enfouir. La pression s'intensifia lorsque Marc reçut une enveloppe sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, il n'y avait qu'une copie d'une vieille carte de la forêt avec une marque rouge près de l'emplacement du conteneur. Au verso, une phrase manuscrite « Certains endroits n'ont jamais été destinés aux enfants ». Il n'y avait pas de signature, il n'y avait pas de menace directe. Mais le message était sans équivoque. Julien commença à mal dormir. Pendant plusieurs semaines, il évita la forêt, cherchant à retrouver un semblant de normalité. Mais le conflit ne s'apaisa pas. Au contraire, il progressa en son absence, s'insinuant dans ses décisions, ses silences et ses absences. Un nouveau personnage a fait son apparition de manière inattendue. Luc Bernard Luc, ancien officier de logistique militaire, est aujourd'hui propriétaire d'une petite entreprise de transport. Son nom figurait dans les documents analysés par Marc. Contacté, Luc a accepté de parler, non sans enthousiasme, mais par épuisement. Il n'a pas confirmé son implication directe, mais a laissé échapper une phrase révélatrice. À l'époque, personne ne demandait ce qui était stocké, seulement où et pour combien de temps. Ce témoignage a changé la donne. Il ne s'agissait plus seulement de découvrir le contenu du conteneur, mais de comprendre pourquoi il y était resté si longtemps. S'il s'agissait d'un dispositif temporaire, pourquoi ne l'avait-on pas retiré?
S'il était dangereux, pourquoi n'avait-il pas été officiellement mis en quarantaine? Les réponses possibles convergeaient vers la même conclusion troublante. Le conteneur n'était pas qu'un simple espace de stockage, c'était une solution. Julien comprit que sa situation avait changé. Il n'était plus celui qui avait fait une découverte par hasard. Il était devenu un élément perturbateur dans un système qui fonctionnait imparfaitement depuis des années. Et les systèmes de ce genre ont tendance à se protéger. Le conflit prit une tournure inattendue lorsque, par un matin pluvieux, Julien découvrit sa voiture avec un mot accroché à l'essuie-glace. Aucun mot, juste un simple symbole, dessiné au stylo noir, le même qu'il avait vu, effacé, sur le côté du conteneur. Le message était clair, le conflit était bel et bien engagé. Les forces en présence se déplaçaient désormais en étant conscientes les unes des autres. La forêt n'était plus un simple décor, elle était devenue un territoire disputé. Et Julien, qu'il le veuille ou non, se trouvait au cœur de ce différend. Rien n'avait encore été révélé, mais tout était déjà menacé. L'avancement de l'enquête a révélé des fronts parallèles que Julien n'aurait jamais imaginés. Chaque nouvelle information semblait avoir un prix, non pas financier, mais de visibilité. Les intrigues secondaires se sont développées naturellement, intimement liées aux conteneurs, aux éclaireurs et aux décisions prises en silence pendant 12 ans. Marc entreprit de travailler simultanément sur 2 pistes d'enquête. La première, publique quoique discrète, consistait en une réévaluation journalistique de la disparition de 1995. Il demanda officiellement la réouverture des archives, en utilisant des mécanismes juridiques peu connus et en exploitant des failles administratives permettant d'accéder aux documents archivés sans justification formelle de secret permanent. Le processus fut lent, mais il fit sensation. Les institutions n'apprécient guère les questions enregistrées. La seconde piste de recherche était d'ordre personnel. Marc entreprit de retrouver les familles des scouts, non pas pour les interroger, mais pour comprendre comment l'État avait géré les suites de leur disparition. Il découvrit des anomalies troublantes, des indemnisations versées de manière inégale, des courriers standardisés comportant des erreurs de date, des promesses de nouvelles recherches jamais tenues. Dans 2 cas, des parents qui avaient insisté pour porter plainte firent l'objet de contrôles fiscaux quelques mois plus tard. Des coïncidences difficiles à prouver, faciles à ignorer. Julien, de son côté, était confronté à une intrigue secondaire plus intime et silencieuse. Il commença à s'interroger sur ses propres motivations. En théorie, il aurait pu prendre ses distances. Il n'avait aucun lien de parenté avec les victimes. Aucune obligation morale formelle ne l'entourait. Pourtant, il se sentait lié à cette affaire. Non par héroïsme, mais par un sentiment de responsabilité indirecte qui le mettait mal à l'aise. S'il savait, il ne pouvait pas faire comme si de rien n'était. Cette tension intérieure se manifestait par de petites décisions. Il commença à noter son emploi du temps, à éviter les routines prévisibles, à partager sa position avec un ami de confiance lorsqu'il devait retourner en forêt. Non pas parce que quelqu'un l'avait explicitement menacé, mais parce que l'absence de menace claire était, paradoxalement, plus troublante. Une autre intrigue secondaire a pris de l'ampleur lorsque Marc a localisé Claire Beaumont, l'ancienne employée forestière, a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat absolu. L'entretien s'est déroulé dans une ville côtière du Sud, loin de la région de la disparition. Claire n'a fait aucune révélation directe, mais elle a confirmé un point essentiel. En 1995, elle avait reçu des ordres verbaux lui interdisant l'accès à certaines zones de la forêt sous prétexte de travaux d'entretien technique. Aucune de ces restrictions n'a été consignée officiellement. Elle a décrit une atmosphère étrange durant cette période. Une présence inhabituelle de véhicules banalisés, des réunions en dehors des heures de travail, des cartes remplacées par des versions simplifiées. Lorsqu'elle a demandé pourquoi, on lui a conseillé de ne pas créer de problème là où il n'y en avait pas. Quelques jours après la disparition des éclaireurs, on lui a suggéré officieusement de prendre des vacances. À son retour, sa zone d'intervention avait été réduite.
Cette intrigue secondaire renforçait l'idée d'une suppression délibérée, non seulement des Boy Scouts, mais aussi de toute trace administrative pouvant relier le lieu à des activités non déclarées. Entre-temps, l'urgence commençait à se faire sentir. Marc apprit, par une source bien informée, qu'une nouvelle phase d'exploitation forestière était prévue dans la région pour les mois suivants. Officiellement, il s'agissait d'une gestion durable et de l'ouverture de sentiers balisés. En pratique, cela signifiait engins de chantier, excavation et remodelage du terrain. Si le conteneur était encore sur place, il pourrait être enlevé ou détruit sans éveiller les soupçons, sous prétexte de travaux. Le temps a cessé d'être un allié silencieux et est devenu un adversaire actif. Julien retournait plus souvent en forêt, non pas pour creuser, mais pour observer. Lors d'une de ses visites, il fit une découverte, un petit piquet en bois planté dans le sol à quelques mètres du conteneur, avec un ruban adhésif en plastique décoloré. C'était un repère récent, du genre de ceux utilisés lors des levées topographiques. Quelqu'un préparait quelque chose. Parallèlement, une intrigue poignante a émergé du côté des familles des scouts. Une mère, contactée indirectement par Marc, a révélé avoir reçu, des années auparavant, un appel téléphonique anonyme lui annonçant que l'endroit où se trouvait son fils n'existe plus. À l'époque, elle avait perçu cela comme une cruauté gratuite. Désormais, la phrase prenait un sens plus littéral. Les intrigues secondaires ne s'écartaient pas du conflit principal. Elles l'encerclaient, bloquant toute issue. Chacune d'elles reflétait la même logique. Des décisions prises pour protéger quelque chose de plus grand que des vies individuelles. Quelque chose qui ne pouvait être révélé sans conséquences désastreuses. Julien commença à comprendre que le conteneur n'était que le point de convergence physique. Le véritable cœur du conflit résidait dans le choix collectif du silence, entretenu par de petites actions en apparence anodines. Un dossier incomplet, une trace effacée, un ordre verbal jamais consigné par écrit. Au fil des semaines, le sentiment d'être surveillé s'est fait plus concret. Julien a découvert que sa messagerie électronique avait été compromise. Marc s'est rendu compte que l'une de ses demandes officielles avait été rejetée avec une rapidité inhabituelle, accompagnée d'une recommandation informelle de consacrer ses efforts au dossier en cours. La complexité de l'affaire ne permettait plus de solution simple. Ouvrir le dossier pouvait révéler une vérité définitive, ou bien ne faire que déplacer le problème, engendrant de nouveaux dénis. Ne pas l'ouvrir revenait à accepter que la situation se transforme rapidement, anéantissant peut-être la dernière chance de trouver une réponse. Les intrigues secondaires convergeaient lentement vers un point inéluctable. Le temps, les institutions et la forêt elle-même commencèrent à évoluer dans la même direction, et Julien savait qu'à un moment donné, il devrait bientôt choisir entre continuer à observer ou agir de manière irréversible. Les conséquences commencèrent à se manifester avant même qu'une décision définitive ne soit prise concernant le conteneur. La simple possibilité que son existence ne soit plus confinée à un cercle restreint suffit à déclencher des réactions silencieuses. Rien ne fut annoncé officiellement, mais des changements subtils indiquèrent que le système avait été alerté. Marc fut le premier à en subir concrètement les conséquences. L'une de ses demandes d'accès à des documents, déjà déposés et en cours d'examen, fut soudainement requalifiée de incompatible avec l'intérêt public. La justification était assortie d'une note cordiale, presque didactique, laissant entendre qu'insister pourrait entraîner des réévaluations de son parcours professionnel. Ce n'était pas une menace explicite, mais l'effet était le même. La réaction de Marc fut immédiate. Il accéléra le rythme. Il commença à compiler tout ce qu'il avait rassemblé en de multiples exemplaires physiques, distribués à différents endroits. Il réduisit au minimum les communications numériques. Le journaliste ne laissa rien paraître de sa panique, mais son attitude avait clairement changé. Il avait cessé de tester les limites et se comportait désormais comme quelqu'un qui savait qu'il était surveillé. Julien, quant à lui, a subi des conséquences plus directes et personnel. Son supérieur l'a convoqué pour une discussion informelle, évoquant des questions
soulevée par ses absences et déplacements imprévus ces derniers temps. Rien de grave, rien d'officiel, juste de quoi indiquer que sa vie professionnelle commençait à être affectée par un facteur extérieur. Julien n'a pas réagi en cherchant la confrontation, mais en se repliant encore davantage sur lui-même. Il a réduit ses contacts sociaux, évité les lieux habituels et adopté des horaires irréguliers. Son comportement est devenu fonctionnel, presque mécanique. Il n'y avait plus de place pour l'indignation ouverte. Seule l'adaptation était envisageable. Parallèlement, la forêt réagissait elle aussi, non pas symboliquement, mais concrètement. Des machines commencèrent à apparaître aux abords du massif. Des panneaux annonçaient des études d'impact environnemental et de futures interventions contrôlées. Le langage était technique, neutre, soigneusement dénué d'urgence. Pourtant, le calendrier implicite était clair. Le terrain allait bientôt être transformé. Cet événement a suscité des réactions distinctes chez les personnages secondaires. En apprenant les travaux, Claire Beaumont a définitivement coupé les ponts. Son dernier message à Marc était bref et direct. Ce qui est là ne restera pas longtemps. Prends soin de toi. Il n'y a eu ni adieu ni autres explications. Luc Bernard a lui aussi reculé. Il a annulé une réunion prévue de longue date et quelques jours plus tard a vendu son entreprise de transport à un groupe plus important, sans laisser d'adresse précise. Son départ discret était, en soi, une réponse. Ceux qui ont quelque chose à perdre savent quand le risque cesse d'être abstrait. Les familles des scouts commencèrent à réagir avec moins de retenue. Des rumeurs de réexamen du dossier circulèrent dans les forums et les cercles fermés. Une petite mobilisation informelle se mit en place, sans coordination centrale, mais animée par le même sentiment. On nous avait caché la vérité trop longtemps. Cette réaction inquiétait Marc plus que toute pression institutionnelle. Il savait que si l'affaire était révélée prématurément, la réponse pourrait être une fermeture définitive. La frontière entre révélation et annulation était ténue. Julien ressentit le poids de cette responsabilité lorsqu'il reçut un appel inattendu. C'était le père d'un des scouts disparus qui avait obtenu son numéro indirectement. Aucune accusation, aucune demande directe, juste une phrase prononcée d'un calme las. « Si tu sais quelque chose, ne laisse pas cela disparaître lui aussi ». Ce lien a redéfini la position de Julien. Jusque-là, il avait réagi aux événements. Désormais, il comprenait que ses décisions ou son absence de décision avaient des conséquences réelles sur des personnes qui vivaient en suspens depuis 12 ans. Les réactions institutionnelles sont restées prévisibles. Aucune enquête n'a été officiellement rouverte. Aucune déclaration n'a été publiée. Cependant, les agents administratifs ont commencé à se rendre plus fréquemment dans la région, toujours sous prétexte de justification technique. Le contrôle s'exerçait par saturation et non par confrontation. Marc a bien interprété la situation. L'objectif n'était pas d'empêcher une révélation immédiate, mais de rendre toute action décisive, logistiquement impossible. Il s'agissait de créer des couches de normalité jusqu'à ce que le temps résolve le problème, comme il l'avait déjà fait. La conséquence la plus évidente de ce scénario fut la compression du temps disponible. Les options s'amenuisaient. Le conteneur restait enfoui, mais son invisibilité était menacée, non par la curiosité du public, mais par des procédures administratives susceptibles de l'effacer sans jamais le reconnaître. Julien prit une décision silencieuse. Il commença à préparer le matériel, à consulter de vieilles cartes, à calculer des itinéraires alternatifs. Il n'en parla pas immédiatement à Marc, non par méfiance, mais parce qu'il comprenait que certaines décisions devaient être prises avant qu'elles ne deviennent sujettes à discussion. Les réactions s'étaient stabilisées dans un nouvel équilibre précaire. Chaque personnage avait ajusté sa position, conscient que le prochain coup serait irréversible. L'occasion d'une observation passive était désormais révolue. Ce qui était enfoui dans la forêt demeurait intact, mais les conséquences de sa simple existence s'étaient déjà répandues. Des relations étaient brisées, des habitudes bouleversées, des silences renforcés. Rien n'avait encore été révélé, mais le système réagissait déjà comme si c'était inévitable. Julien n'a annoncé sa décision à personne.
Le dépassement de cette épreuve ne s'est pas fait par une révélation soudaine, mais par une suite d'actions objectives, presque routinières, menées en silence. Il a réorganisé sa vie pour réduire ses dépendances et ses incertitudes, se ménageant ainsi un espace mental et logistique pour l'avenir. La première étape fut technique. Julien a examiné le vieux matériel, remplacé des pièces, testé des lampes torches longue portée, des batteries thermiques et des outils de coupe de précision. Aucune improvisation n'était permise, tout devait fonctionner parfaitement. Il a également étudié des cartes antérieures à 1995, comparant les courbes de niveau et les sentiers disparus. Il a découvert des itinéraires alternatifs absents, des archives récentes, des chemins empruntés par les bergers il y a des décennies, aujourd'hui recouverts de végétation, mais toujours praticables. Ce processus n'était pas qu'une simple préparation pratique. C'était une façon de reprendre le contrôle. Pendant des semaines, Julien avait réagi aux stimuli extérieurs. Désormais, c'était lui qui menait la danse. Sa maturité émotionnelle s'est manifestée dans sa façon d'appréhender la peur. Auparavant diffuse et paralysante, elle était désormais précise. Il savait exactement ce qu'il craignait. Une ingérence extérieure, une erreur d'appréciation, des conséquences juridiques. En nommant ces risques, il parvenait à les maîtriser. La peur, autrefois diffuse, était devenue plus nuancée. Marc remarqua le changement sans que Julien ait besoin de l'expliquer. Lors d'une brève rencontre, le journaliste observa l'attitude plus réservée de Julien, son regard concentré et son absence de spéculation. Il ne parlait que de ce qui était possible, et non de ce qui pourrait mal tourner. Marc comprit que le point de bascule était atteint. Pour surmonter ce défi, il a également fallu accepter certaines limites. Julien a décidé de ne pas tenter de tout révéler seul. Son objectif n'était ni de publier, ni d'accuser, ni de confronter les institutions. Il s'agissait de s'assurer que le contenu du conteneur ne disparaisse pas à nouveau sans laisser de traces. Cette définition claire de l'objectif a permis de réduire les conflits internes et d'éliminer les distractions. Il avait prévu des redondances, des copies physiques de cartes, des notes manuscrites, des messages codés. Il a laissé des instructions sommaires à un ami de confiance, sans détail, juste assez pour qu'on puisse retrouver quelque chose s'il ne revenait pas. Il n'y avait rien de dramatique là-dedans, c'était la procédure habituelle. Son évolution personnelle se manifesta dans sa relation avec la forêt. Auparavant, il la percevait comme un espace de risque et de mystère. Désormais, il l'appréhendait comme un système. Il observait les régimes de vent, les horaires de circulation, les bruits réguliers et irréguliers. La forêt cessa d'être un décor opaque et devint lisible. Cette maîtrise progressive n'élimina pas le danger, mais elle en réduisit l'imprévisibilité. Julien a aussi appris à gérer l'isolement. Il a coupé les communications superflues tout en conservant des canaux stratégiques. Il ne recherchait pas de soutien émotionnel, mais la fonctionnalité. Ce choix, bien que froid au premier abord, témoignait d'une certaine maturité. Il savait faire la part des choses entre partager ce qui est utile et ce qui ne fait qu'accroître les risques. L'évolution de Marc s'est déroulée en parallèle, quoique de manière distincte. Le journaliste a abandonné l'idée d'un reportage d'envergure et immédiat. Il a plutôt commencé à constituer un dossier solide, structuré pour pouvoir être mené à bien, même s'il était lui-même écarté de l'enquête. Ce changement n'était pas un renoncement, mais une adaptation aux réalités du journalisme d'investigation. Les échanges entre les deux hommes devinrent plus objectifs. Fini les débats sur des hypothèses générales. Ils parlaient d'horaires, d'accès, de solutions de rechange. La confiance n'avait plus besoin d'être réaffirmée. Elle était de mise. Julien testa son endurance lors de brèves incursions nocturnes, s'approchant du conteneur sans se faire remarquer. Lors d'une de ses visites, il confirma que la zone était surveillée par intermittence. La surveillance n'était pas constante, mais la présence était suffisante pour dissuader les curieux. Cela conforta son analyse. Il restait une chance, mais elle s'amenuisait. Le triomphe final fut silencieux et intérieur.
Julien accepta qu'il n'en sortirait pas indemne, quel que soit le résultat. S'il réussissait, il devrait affronter des conséquences juridiques et personnelles. S'il échouait, il porterait le poids d'être passé trop près du but pour faire marche arrière. Cette acceptation dissipa toute hésitation restante. Il ne se voyait ni comme un héros, ni comme une victime. Il se voyait comme quelqu'un dans une situation précise, à un moment précis, avec un choix qu'il ne pouvait déléguer. Cette lucidité fut la véritable évolution. Au terme de ce processus, Julien avait changé. Plus de réactions impulsives, plus d'hésitation. Ses actes étaient mesurés, sa présence discrète, ses décisions fermes. Il ne recherchait pas la confrontation, mais il ne l'esquivait pas si elle se présentait. Les préparatifs étaient terminés. La suite exigerait non pas davantage de croissance, mais une mise en œuvre efficace. La préparation finale ne s'est pas faite d'un seul coup, mais par étapes successives, chacune éliminant les dernières incertitudes. Julien savait que toute action directe n'aurait de sens que si toutes les variables possibles étaient recensées. Il n'y avait pas de place pour l'improvisation émotionnelle. Seule l'exécution comptait. Les intrigues secondaires commencèrent à se dévoiler presque sans bruit. Marc acheva le dossier et le fragmenta en parties indépendantes, chacune ayant sa propre signification. Une copie fut remise à un collègue de confiance à Paris, une autre envoyée physiquement à l'étranger, sous le prétexte banal d'anciens documents journalistiques. Aucune de ces actions ne fit l'objet d'un commentaire public. L'objectif n'était pas de provoquer une réaction immédiate, mais d'assurer la pérennité des faits. Claire Beaumont avait complètement disparu. Plus aucun message, plus aucune réponse. Pour Marc, cela ne signifiait qu'une chose. Elle avait fait son choix définitif et n'allait pas plus loin. Son histoire était terminée, non pas par une résolution explicite, mais par un repli stratégique. Luc Bernard, quant à lui, était devenu superflu. Ses dossiers avaient été rassemblés, ses relations cartographiées. Il n'était plus un élément déterminant. Le récit n'avait plus besoin de lui pour progresser. Julien s'est concentré sur le terrain. Pendant 2 semaines, il a observé les schémas de surveillance. Il a constaté que les véhicules administratifs suivaient des horaires prévisibles, toujours de jour, toujours justifiés techniquement. La nuit, la forêt retombait dans un état d'abandon fonctionnel. Cet intervalle était court, mais suffisant. Il choisit une nuit précise, coïncidant avec l'arrivée d'un front froid qui allait apporter un épais brouillard et étouffer les sons. Les conditions n'étaient pas idéales, mais elles se prêtaient à la discrétion. Julien ne cherchait pas le confort, il cherchait à se mettre à l'abri. Avant d'agir, il régla une dernière affaire personnelle. Il déposa une enveloppe scellée à un endroit convenu, contenant des instructions claires et un minimum de documents. Il ne s'agissait ni d'une demande de rançon, ni d'aveu. C'était simplement une mesure de précaution pour éviter que les informations ne disparaissent. Cette nuit-là, la forêt semblait suspendue. La brume filtrait le clair de lune, transformant les ombres en formes indistinctes. Julien avançait lentement, empruntant des sentiers que lui seul connaissait à cet instant. Chaque pas était calculé, chaque pause intentionnelle. En s'approchant de l'emplacement du conteneur, il vérifia qu'aucun nouveau marquage n'avait été effectué depuis sa dernière visite. Le piquet restait muet, presque ironique. Il l'ignora. La préparation du dénouement nécessitait de résoudre un dernier problème technique. Comment accéder au conteneur sans laisser de traces évidentes? Julien n'avait pas l'intention de le retirer ni de l'ouvrir complètement sur place. L'objectif était de vérifier, de documenter et de préserver suffisamment de preuves pour que son contenu ne puisse être contesté ultérieurement. Il a positionné le matériel d'enregistrement selon des angles précis, testé l'éclairage indirect et vérifié le niveau des batteries. Tout cela a été réalisé avec des mouvements minimes, presque imperceptibles. À cet instant, l'urgence du temps se fit sentir. Au loin, le bruit d'un moteur signala un mouvement inattendu. Ce n'était pas habituel. Julien se figea, évaluant la distance et la direction. Le bruit s'estompa au bout de quelques minutes. Simple coïncidence? Un avertissement?
Impossible de le savoir, sa préparation psychologique fut mise à l'épreuve. Julien ne se précipita pas, il ne céda pas. Il attendit, tout simplement. Sa capacité à maintenir sa décision face à l'incertitude était le fruit direct de son développement antérieur. Le calme revenu sur le terrain, il reprit son chemin. Les intrigues secondaires émotionnelles s'étaient dissipées. Il n'y avait plus de place pour le doute quant aux motivations, ni pour les fantômes du passé. Tout convergeait vers le présent immédiat. La disparition des éclaireurs, les silences institutionnels, les décisions administratives, tout cela se matérialisait désormais à cet endroit précis dans la forêt. Julien se plaça devant le conteneur. Il ne le toucha pas tout de suite. Il passa la main sur la surface métallique couverte de poussière, en sentant sa froideur, sa solidité. Ce n'était pas un objet de fortune. Il était fait pour durer, pour rester caché. La tension montait à son comble lorsque Julien activa le premier appareil d'enregistrement. La faible lumière révéla des détails insoupçonnés, des chiffres presque effacés, des couches de soudure renforcées, des traces d'ouvertures antérieures. Quelqu'un était passé par là, non pas pour enlever quoi que ce soit, mais pour vérifier. Ce détail changea la nature des événements à venir. Il ne s'agissait pas d'une découverte révolutionnaire, mais de quelque chose qui avait été délibérément maintenu, sous silence. Julien savait qu'à partir de cet instant, toute action serait irréversible. Impossible de rendre au conteneur son anonymat complet. Même s'il était refermé, même si personne ne s'en apercevait immédiatement. Les préparatifs étaient terminés. La prochaine étape ne serait pas une question de prudence, mais de révélation. Julien commença l'ouverture avec des mouvements précis, presque chirurgicaux. Il n'utilisa ni force excessive, ni outils bruyants. Le point d'accès existait déjà. Une couture latérale renforcée, ressoudée après avoir été ouverte par le passé. Cela confirmait ses soupçons. Le conteneur n'avait pas seulement été enterré, il avait été revisité. Le métal a lentement cédé. L'air qui s'échappait n'avait aucune odeur de décomposition, comme Julien l'avait craint. Il était sec, neutre, préservé. Cela indiquait un isolement délibéré, un contrôle environnemental minimal. Ce n'était pas un tombeau improvisé. L'ouverture révéla un intérieur fonctionnellement organisé. Des boîtes en plastique scellées, des supports métalliques, des étiquettes codées. Rien de chaotique, rien qui puisse évoquer un accident. Ce qui choqua Julien, ce n'était pas la présence de restes humains à proximité immédiate, mais leur absence. Il a avancé la lumière. Au fond du conteneur, il trouva ce que personne n'avait cherché depuis 12 ans. Un compartiment secondaire dissimulé derrière une cloison amovible. À l'intérieur, 7 sacs à dos. C'étaient des sacs à dos de scouts, usés mais reconnaissables. Chacune portait un nom, cousu à la main. À l'intérieur, des effets personnels soigneusement emballés, carnets, cartes pliées, boussoles, photographies. 2 d'entre elles contenaient des journaux intimes, brutalement interrompus durant la même période. Aucune trace de violence directe, aucune explication simple. Julien ressentit l'impact physique de la découverte, mais il ne se laissa pas paralyser. Il documenta tout, il prit des photos, filma, catalogua. Je savais que la valeur de cette découverte résidait dans les preuves et non dans l'émotion. C'est alors qu'il a découvert la 2e couche de vérité. Parmi les boîtes se trouvaient des chemises imperméables avec des tampons officiels décolorés. Des rapports techniques décrivant une expérience de logistique de confinement environnemental. Ce projet, mené en partenariat entre les secteurs civils et militaires, visait à tester un système de stockage temporaire de matériaux sensibles dans des zones reculées, utilisant des conteneurs enterrés comme solution d'urgence. Rien d'illégal, aucune paperasse. Le problème venait de la date. Les rapports ont confirmé qu'en juillet 1995, il y avait eu un faille de sécurité imprévu. Un groupe de civils non autorisés avait accédé à la zone d'essai. La première recommandation préconisait une évacuation immédiate et un sauvetage encadré. Cette recommandation a été rejetée. Le document suivant ne laissait place à aucune interprétation. Le risque d'exposition dépasse le risque humanitaire. Procédez au confinement total. La zone sera neutralisée administrativement. Julien comprit à cet instant.
Les éclaireurs ne sont pas morts là-bas. Ils étaient supprimés. Ils ont été transférés dans un lieu temporaire sous prétexte de sécurité. Le conteneur n'avait pas été construit pour les cacher, mais pour conserver tout ce qui prouve leur présence. Les sacs à dos, les disques, les cartes, tout ce qui contredisait la version officielle d'une disparition accidentelle. Leur destination finale n'était pas le conteneur, mais le silence, oui. Avant que Julien n'ait pu pleinement assimiler la révélation, un bruit brisa le silence de la forêt. Des pas, des voix étouffées, des lumières qui approchaient. Ce n'était pas une coïncidence. Julien ne s'est pas enfui. Il a partiellement refermé le conteneur, laissant intactes les inscriptions internes, et a retiré les principaux appareils d'enregistrement. Il n'a emporté que l'essentiel. Le reste a été documenté. Il bifurqua sur la route alternative, avançant à allure maîtrisée. Derrière lui, des voix se firent plus distinctes. Ce n'étaient pas des chasseurs, ce n'étaient pas de simples bûcherons. Le mouvement était trop coordonné. Lorsque Julien atteignit le point sûr, on entendait déjà au loin des sirènes. Non pas des sirènes d'urgence, mais des sirènes signalant une présence. La forêt était en train d'être reconquise. Quelques heures plus tard, Marc a reçu le matériel. Le rebondissement ne résidait pas seulement dans le contenu, mais dans l'implication ultime. L'État n'a pas seulement dissimulé les décès. Il les a étouffés. Une décision, un choix délibéré d'effacer toute trace, afin d'éviter de révéler un programme sensible, sacrifiant ainsi la vérité et condamnant des familles à des décennies d'incertitude. Le conflit central s'y est résolu. Pas avec une justice pleine et entière, pas avec les coupables emprisonnés, mais avec quelque chose d'encore plus dangereux, suffisamment de preuves pour empêcher sa suppression définitive. Julien a disparu des radars pendant quelques jours. Il n'a pas fui. Il est simplement devenu opérationnel. Le système n'avait plus besoin de lui. Le mal était fait. Le dénouement n'a été ni explosif ni public. C'était silencieux, documenté et irréversible. Et cela le rendait impossible à contenir. La révélation ne s'est pas déroulée comme beaucoup l'avaient anticipé. Il n'y a eu ni conférence de presse, ni titre sensationnaliste dans les jours qui ont suivi. Les documents rassemblés par Marc ont commencé à circuler de manière fragmentée, presque spontanée, s'infiltrant dans les commissions indépendantes, les rédactions étrangères et les archives juridiques avant même qu'une réponse coordonnée puisse être élaborée. La première conséquence concrète fut administrative. Les projets d'aménagement forestier dans la région furent suspendus sine die, sous de vagues justifications techniques. Le massif fut de nouveau classé zone d'accès restreint, cette fois-ci avec une documentation officielle. Le conteneur ne fut jamais mentionné dans aucune déclaration officielle, mais son existence commença à influencer les décisions prises tacitement. Les familles des scouts ont reçu des lettres. Ce n'étaient pas des excuses, mais des notifications. Elle les informait de la réouverture partielle de l'enquête, sur la base de nouveaux éléments de preuve documentaires. Certaines familles ont réagi avec un soulagement contenu, d'autres avec une colère longtemps contenue. 12 années de silence ne pouvaient être effacées par une simple lettre. Aucune des lettres ne mentionnait le sort final des jeunes gens. Elles reconnaissaient seulement implicitement que leur disparition n'était pas un simple accident. Marc a été appelé à témoigner, non pas comme accusé, mais comme source. Son témoignage était technique, mesuré, presque clinique. Il n'a accusé personne en particulier. Il a présenté des documents, des dates, des chaînes de décision. Il savait que personnaliser le conflit ne ferait que faciliter la minimisation du problème, le réduisant à une simple erreur isolée. La conséquence la plus durable fut institutionnelle. Une commission parlementaire temporaire fut créée pour examiner les protocoles des opérations conjointes en zone civile. Ces premiers rapports évitèrent d'aborder le cas précis, mais modifièrent les procédures futures. Le passé ne fut pas corrigé, l'avenir fut protégé. Julien observait tout de loin. Il n'est pas devenu un symbole, ni n'a bénéficié d'une quelconque reconnaissance publique. Il a repris son travail, a accepté une mutation discrète dans une autre région et a conservé une routine volontairement opaque.
tragique. Sa vie n'a pas retrouvé sa normalité d'antan, mais elle a trouvé un nouvel équilibre fonctionnel. Sa transformation n'était perceptible qu'à ceux qui savaient l'observer. Il se déplaçait avec moins d'empressement, parlait avec plus de précision, évitait les suppositions. Il n'affichait pas de culpabilité, mais ne célébrait pas non plus. La maturité ne l'avait pas allégé, elle l'avait simplement rendu plus entier. La forêt, désormais sous surveillance officielle, a perdu une partie de son caractère énigmatique. Les sentiers ont été fermés, les cartes mises à jour, les archives numérisées. L'espace physique qui permettait un silence prolongé a été réaménagé, non par regret, mais grâce à un apprentissage institutionnel tardif. Les intrigues secondaires ont trouvé leur conclusion sans spectacle. Claire Beaumont ne revint jamais à la fonction publique. Elle passa ses dernières années loin des postes administratifs, sans accorder d'interview. Son silence final fut interprété par certains comme de la lâcheté, par d'autres comme un acte de survie. Le récit n'avait pas besoin de la juger. Luc Bernard demeura injoignable. Son nom fut brièvement mentionné lors d'enquêtes internes, mais sans conséquences directes. Il n'était qu'un maillon de la chaîne, non un décideur. Le système ne gaspillait pas d'énergie avec des pièces remplaçables. Les familles ont continué à chercher des réponses plus complètes. Certaines ont eu recours à la justice internationale. D'autres ont préféré mettre fin aux recherches, sachant désormais que la disparition n'était pas due à un abandon immédiat. Il n'y avait pas de consensus, seulement des chemins individuels. La conséquence la plus importante, cependant, était intangible. L'affaire des scouts a cessé d'être considérée comme une énigme folklorique pour s'inscrire dans un ensemble plus vaste d'épisodes où la gestion des risques a primé sur la transparence. Il ne s'agissait pas d'une exception monstrueuse, mais d'un exemple concret de la façon dont des décisions techniques peuvent engendrer des tragédies humaines, même sans intention délibérée. Julien ne l'a pleinement compris que des mois plus tard, en relisant un passage des rapports. Le langage froid, la logique interne impeccable, l'absence totale de malice manifeste. L'horreur ne résidait pas dans des individus cruels, mais dans des systèmes trop efficaces pour se remettre en question. Il ne cherchait ni rédemption, ni reconnaissance. Son voyage ne s'acheva pas par des réponses complètes, mais par des limites claires. Il savait désormais jusqu'où pouvait mener le silence et comment il se perpétuait. L'histoire n'a pas rendu pleinement justice. Il a proposé quelque chose de plus réaliste, exposition suffisante pour empêcher une répétition exacte. La disparition des Boy Scouts n'a jamais été pleinement expliquée publiquement, mais elle n'est plus passée inaperçue, et cela, dans le domaine du possible, était le maximum que l'on pouvait espérer. Des années plus tard, les randonneurs traversaient encore cette forêt sans savoir exactement ce qui y avait été enfoui. Les sentiers balisés s'écartaient de l'endroit précis et les cartes récentes ne montraient qu'une zone technique sans intérêt touristique. Pour la plupart, il s'agissait simplement d'une autre section fermée pour des raisons administratives. Julien recevait de temps à autre de courts messages de Marc. Aucun n'évoquait directement le passé. Il confirmait simplement que certains fichiers restaient accessibles et que certains noms étaient encore mentionnés avec prudence. Le conteneur n'existait plus, mais la décision qui l'a engendré n'a plus jamais été prise de la même manière. Les histoires comme celle-ci ne s'arrêtent pas à la lecture du dernier paragraphe. Elles se poursuivent à travers les questions qui demeurent, les décisions que nous préférons ignorer et les silences que nous choisissons d'accepter. Si ce récit vous a fait réfléchir, partagez votre interprétation. Selon vous, qu'est-il réellement arrivé aux Boy Scouts? Laissez un commentaire, participez à la discussion et contribuez à faire vivre des histoires qui ne peuvent plus être oubliées. Et si vous appréciez les récits profonds, réalistes et axés sur l'investigation comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne pour se tenir au courant des nouvelles histoires qui contestent les versions officielles et explorer ce qui se cache derrière le silence.